Sur le terrain de l'économie et des sanctions, on pensait qu'il y avait des sanctions contre la Russie, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Regardez ce qu'on apprend, que l'Europe a augmenté de 7% ses achats de gaz naturel liquéfié à la Russie. Voilà, c'est-à-dire que pendant les combats, le business continue en quelque sorte. Alexandre Kateb, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, fondateur du site Multipolarity Report, professeur d'économie et de finance internationale à Sciences Po Paris. Nous, ça nous étonne toujours de voir ça, qu'en fait les importations de gaz russe sont en augmentation. Pourquoi ? Ben écoutez, tout simplement parce que même si il y a eu des sanctions contre le pétrole, il n'y a pas de sanctions contre l'importation de gaz russe, notamment par voie maritime, de gaz liquéfié. Et il y a la loi du marché qui joue, et les fournisseurs, souvent, les plus compétitifs, arrivent à pénétrer sur les marchés. Et donc c'est ce qui s'est passé avec le gaz russe par rapport à des compétiteurs américains ou qataris, ce qui explique cette remontée de la part du gaz russe dans les importations non seulement françaises mais européennes, qui a atteint à peu près 15% du total des importations de gaz naturel européenne sur les premiers mois de 2024. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on est en totale hypocrisie là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions sur le gaz, donc allons-y. Je vous montre par exemple un chiffre de Total Énergie, qui là aussi achète du gaz à tout va aux Russes. On va peut-être le voir. 4 millions de tonnes de gaz par an pour Total Énergie. Alors l'argument, c'est de dire mais on s'est engagé, c'est un contrat qui a été signé en 2018. Ce qui est vrai. Ça paraît quand même étonnant, alors qu'on aide les Ukrainiens à chasser les Russes de leur territoire. C'est tout le paradoxe en fait de cette guerre, que j'avais souligné depuis le début, c'est qu'il y a des discours politiques, il y a le mécanisme des sanctions, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Et en fin de compte, ça arrange un peu tout le monde d'avoir ces importations et ces circuits un peu parallèles aujourd'hui, parce que ça permet de garder des prix de l'énergie qui sont ceux-là auraient explosé, encore plus que ce qu'ils n'ont augmenté, enfin l'augmentation qu'on a constatée notamment sur le gaz naturel. Et le paradoxe principal, c'est que certes, l'Europe a réduit très sensiblement ses achats de gaz russe, mais elle est aujourd'hui en train d'acheter du gaz russe à un prix 3 ou 4 fois supérieur à ce qu'elle faisait auparavant. Et la tendance dans les années à venir, c'est d'augmenter les importations de GNL, parce qu'il y a des pays comme l'Espagne, mais aussi comme la France et les Pays-Bas, qui ont de manière significative augmenté leur capacité d'importation de GNL pour faire face au fait au tarissement des flux qui venaient par pipeline. Et donc il est fort possible qu'à l'avenir la part du gaz russe augmente encore plus, parce que c'est un gaz qui reste compétitif par rapport à des concurrents qui doivent le transporter sur des distances beaucoup plus grandes. Oui, alors en plus, ça pollue un peu plus, parce que c'est des bateaux qui le transportent plutôt que des pipelines. Vous nous êtes en train de nous dire que l'Europe ne pourrait pas se passer du gaz russe aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est impossible. On a vu que l'Europe avait essayé de diversifier ses importations, et dans une certaine mesure, elle a réussi à le faire, notamment en augmentant ses importations de gaz américain. Mais les capacités américaines d'exportation sont limitées aujourd'hui. Elles pourraient peut-être augmenter encore dans les années à venir, mais c'est pas forcément, je dirais, vrai à 100%, parce qu'il y a aussi des politiques aux États-Unis qui militent
pour limiter les exportations, tout simplement pour garder un prix du gaz faible sur le marché domestique. Et donc la solidarité, à un moment, s'arrête quand les intérêts économiques des uns et des autres sont mis en jeu, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et ce qui pourrait se passer aussi avec d'autres pays comme le Japon. Avec le Japon, il y a un mécanisme de coordination qui s'est mis en place, mais là aussi on atteint les limites de ce mécanisme de coordination parce que le Japon finalement reste engagé aussi avec la Russie, notamment à travers le champ de Sakhaline, qui est un immense gisement de gaz et que le Japon exploite avec la Russie et qu'il continuera d'exploiter à l'avenir. Et les affaires continuent. Sylvie Berman. Oui, la réalité, c'est qu'on a encore besoin de gaz et effectivement, on l'importe de Russie. Je rappelle, on évoquait Total tout à l'heure, que tout cela vient de la péninsule de Yamal et c'est Total qui l'a construit avec Novatek. Donc effectivement, il y a des contrats et ce n'est pas très étonnant. Alors, les Américains sont aujourd'hui... Dans le même temps, pardonnez-moi, mais une entreprise, par exemple, comme Renault, a fichu le camp de Russie du jour au lendemain en perdant des milliards. Elle était, je crois, en co-entreprise avec Lada. Et ils sont partis du jour au lendemain. Ils ont tout perdu. Mais alors Total a renoncé à ses projets nouveaux. Mais il y a un certain nombre d'accords qui avaient été passés. Et encore une fois, la France avait besoin de ce gaz. C'est pas simplement pour aider la Russie. Et par ailleurs, les Américains sont évidemment autosuffisants en matière de gaz et sont maintenant exportateurs. En revanche, ils importent 20% de leur uranium de Russie. Donc, à partir du moment où ils ont besoin d'énergie, eh bien, il n'y a pas de sanctions.